What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? Bonjour tout le monde. Je me demandais justement s'il fallait faire une petite introduction sur Ubisoft, juste pour être sûr, est-ce que tout le monde connaît Ubisoft? Oui. Super. On va passer à nous. Je me présente, je m'appelle Alexandre David, je travaille chez Ubisoft dans le département data. Plus précisément, je suis en charge du player data domain, qui est composé de 40 à 50 personnes, des data engineers, des analystes, des scientists, des software engineers, qui ont pour objectif de créer des data products qui vont améliorer l'expérience de nos joueurs. Et je m'appelle Thibaut Lequeltel, bonjour à tous. Je travaille chez Ubisoft, ça fait presque 7 ans et j'ai fait principalement du NLP, donc le ML sur du texte chez Ubisoft, et je vais rentrer plus tard dans la partie un peu technique précise de notre produit. Puis on va commencer tout de suite avec une petite question à main levée. Qui parmi vous joue ou a joué à des jeux en ligne multijoueurs? Super. Alors je vais vous demander de garder les mains en l'air parce que j'ai une deuxième question qui va arriver. Qui parmi vous a dû faire face à des comportements qu'on pourrait appeler disruptifs? Petit moment de nostalgie si ça ne vous parle plus. Je parle de cheat, troll, rage quit, team kill, contenu inapproprié, insultes, harcèlement. Si oui, gardez la main en l'air, et sinon je veux bien que vous la baissiez pour avoir une idée du nombre de personnes qui la baissent. Et on est à peu près à 0. Bon, globalement, quand on pose cette question-là, un peu plus à scale, à quelques milliers de joueurs, ce qui en ressort, c'est que plus de 70% d'entre eux disent avoir dû faire face à des comportements disruptifs. C'est évidemment différent en fonction du type de jeu auquel on joue. Et si on se concentre sur les shooters, qui est un segment assez important pour Ubisoft, il y a une autre stat intéressante, qui est qu'il y en a plus de 50% qui considèrent devoir faire face à ce genre de comportement de manière quasi systématique ou à minimum souvent. Et ça a évidemment des conséquences, parce que quasiment 70% des joueurs disent qu'ils pourraient arrêter de jouer à un jeu s'ils le considéraient comme étant trop toxique. Donc le combattre, c'est évidemment un enjeu qui est crucial pour le succès de nos jeux. Et ça représente même aujourd'hui un enjeu légal, parce que en tant que plateforme de jeux en ligne, on est considéré comme une plateforme online, et donc on doit se contraindre à un certain nombre de réglementations, notamment le Digital Services Act, qui est une réglementation européenne qui contraint l'ensemble des plateformes online, notamment les réseaux sociaux par exemple, à se soumettre une fois par an à un rapport expliquant l'état de la toxicité dans les jeux et demandant de rendre compte de ce qui est mis en place au niveau d'Ubisoft pour y faire face. Étant donné la diversité des comportements là, auxquels on doit faire face, ça représente un travail qui est monumental pour nos équipes, et l'IA aujourd'hui est devenu un partenaire indispensable pour pouvoir y faire face. Donc on a des initiatives dans la plupart de ces catégories pour détecter le cheat, par exemple, en comparant les statistiques des joueurs à des statistiques de pro-gamers, et en se disant que s'ils s'en rapprochent ou s'ils les dépassent, c'est que probablement il y a quelque chose d'un peu suspect. Au niveau on a des scores de réputation pour pouvoir sanctionner des joueurs qui pourraient être reportés trop souvent, qui pourraient partir en plein milieu d'une partie trop souvent, et ainsi de suite. On a des scores qui permettent d'identifier les personnes qui pourraient être bannies et qui essaient de revenir dans nos jeux pour faire face au vol de comptes, des contenus pour faire face à des chats toxiques, des insultes, du harcèlement, et ainsi de suite. Dans cette présentation, on va se focaliser sur la modération de contenu en prenant un cas assez spécifique qui est la modération de pseudonymes toxiques. Et au-delà de cet exemple, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et de partager avec vous les challenges auxquels on doit faire face en construisant des produits IA. Et dans un second temps, on partagera aussi, au-delà de ces enjeux techniques, la partie organisationnelle et comment on a mis en place une collaboration cross-équipe pour pouvoir intégrer ces systèmes au mieux dans nos jeux vidéo. Et merci. Ouais, on a déjà fait la partie 1, à vrai dire, de ce plan. La partie 1 vient d'être faite. On va passer au challenge. Et ça a beau être un sujet super spécifique, la modération de username toxique, j'imagine que vous ne faites pas la même chose dans vos boîtes respectives.
Cela dit, je pense que les questions qu'on s'est posées au niveau machine learning, j'imagine qu'il y aura des enseignements qu'on peut vous partager. Le produit en lui-même, il s'appelle Detox pour détection de toxicité. Et donc, il s'agit vraiment, tu donnes un username et le produit te répond si c'est toxique ou pas. Il peut te dire qu'est-ce qu'il a trouvé comme toxique dans le pseudo. Donc, c'est très très simple. En soi, c'est un problème de machine learning très classique. C'est une classification binaire. Hein. Soit c'est toxique, soit c'est pas toxique. C'est un produit qu'on a lancé en interne pour détecter la toxicité dans tous les pseudos de tous les nouveaux comptes Ubisoft. C'est un produit qui a été lancé il y a 2 ans maintenant. On a quand même fait face à pas mal de challenges. Bon, ça c'est une UI. Alors, les joueurs, ils n'ont pas accès à cette UI, hein, bien sûr. Là, c'est une UI de debug pour tester ce que l'API répondrait. L'API qui sert notre modèle, qu'est-ce qu'elle pense de tel ou tel pseudo. Donc, gonna kill my cat, bien sûr, c'est toxique parce qu'il y a kill et cat. Et les deux associés rendent le pseudo toxique. Alors, c'est cool de parler de machine learning, ok, c'est très utile, mais on pourrait tout à fait résoudre le problème de détection de toxicité sans utiliser l'IA. Et donc avec simplement un dictionnaire. Si mon pseudo c'est stupid loser, j'ai qu'à avoir un dictionnaire avec tous les mots que je considère comme toxiques, loser ou stupide, en l'occurrence il y en a 2. Alors, dans mon dictionnaire, je peux aussi me permettre de rajouter des variations des insultes que je veux attraper. Les joueurs, ils sont créatifs, ils vont se douter que s'ils mettent une insulte en clair, elle va se faire attraper, donc ils essayent de remplacer des O par des zéros ou rajouter des I dans stupide ou ce genre de choses. Mais ça reste très faisable sans machine learning d'avoir un dictionnaire de toutes ces variations-là, de milliers de variations, et on va détecter est-ce qu'il y a un match dans mon pseudo ou plusieurs matchs dans mon pseudo. Donc ça, c'est une solution qui est assez facile à faire. Et à vrai dire, nous, on est venu dans un contexte où Ubisoft payait cette solution. Ça marche avec des regex, hein, des regular expressions. Nous, on a voulu remplacer ça par de l'IA. Et pourquoi on a voulu faire ça? Ah oui, il y a plusieurs défauts dans cette approche non IA. Déjà, maintenir un dictionnaire de milliers d'insultes et toutes les variations, ben, c'est très pesant. Hein. Si on revient sur ce truc-là, rajouter à la main toutes ces variations pour chacun des nouveaux mots toxiques, c'est ingérable. C'est déjà un défaut d'une telle approche, et c'était chez Ubisoft qu'on devait gérer quelle insulte je veux rajouter main à main et créer toutes les variations, donc c'était très long. Il n'y a pas de nuance dans les décisions. Imaginons que le mot as en anglais il soit toxique, okay, il est vulgaire. Bah, on a un jeu chez Ubisoft qui s'appelle Assassin's Creed, il y a 2 fois as dedans. Donc mon système de regex là, il va catcher ah bah vous êtes doublement toxique, il y a 2 fois as dans Assassin. C'est pas très utile. Tout ça, ça fait qu'on parle de faux positifs, le terme vous parlera sûrement. Beaucoup d'exemples qui ont été classifiés comme toxiques à tort. Donc nous, on veut limiter ça avec l'intelligence de l'IA. Et donc, premier challenge, quand on a voulu construire ce modèle d'IA, il y a quelques années, comment on trouve de la donnée d'entraînement. Je ne vous refais pas le petit cours sur comment on fait apprendre quelque chose à un modèle. Juste en 2 mots, on a besoin de milliers d'exemples de username non toxiques et de milliers d'exemples de username toxiques. Et le modèle, il arrive à retrouver les patterns et il détecte « Ah oui, ça c'est toxique, ça c'est pas toxique. » Ok. À vrai dire, le modèle, on a fait un choix qui est qu'il l'overfit sur tous les pseudos qu'on va lui montrer. Oh, comment je peux expliquer ça? Alors, on aurait pu utiliser un LLM, mais je ne vais pas parler de LLM, ça va être la mauvaise nouvelle du talk. On aurait pu utiliser un LLM, mais ça coûte très cher, surtout quand on a des centaines de milliers de pseudos à review par jour. Donc on s'est basé sur un petit modèle style BERT, c'est un Roberta d'ailleurs, donc très très bête, enfin très bête. En tout cas pas aussi intelligent qu'un LLM, mais ça suffit tout à fait. Par contre, mon challenge c'est, ok, pour mes données d'entraînement, j'ai des millions de pseudos dans nos bases de données d'Ubisoft, il n'y a pas de souci, je peux m'en servir de données d'entraînement non toxiques. Pour trouver des pseudos toxiques, ça coûte super cher parce que ça va demander de la labellisation manuelle. Donc, des experts en modération chez Ubisoft nous disent ça c'est toxique, ça c'est pas toxique. Point d'interrogation, comment je fais pour apprendre une IA là-dessus? On a fait le choix de générer nous-mêmes nos données d'entraînement. Alors, bon, ouais, là c'est la pipeline directe.
En gros, moi aussi, comme dans le cas de non-IA, j'ai un dictionnaire de concepts. Bon là, ouais, Hitler, le mot classique auquel on pourrait penser en toxicité. J'ai un dictionnaire de milliers d'insultes. J'ai mes vrais pseudo Ubisoft avec des vrais joueurs. La technique qu'on a appliquée, c'est assez simple. On va prendre mon concept toxique, on va décomposer mon pseudo non toxique, là, The Ninja 03. Je vais bruiter un peu mon mot toxique parce que dans un pseudo, souvent, comme je disais, les joueurs, ils aiment bien cacher la toxicité. Je vais découper The Ninja 03 avec les mots que je retrouve, que j'arrive à segmenter. Et je vais remplacer tout simplement Ninja par mon mot toxique. Ce qui fait que je vais me retrouver avec un username safe, The Ninja 03, bah cool, il existait déjà, je peux le considérer safe. Et en plus, j'ai créé un truc qui va ressembler énormément à The Ninja 03, mais avec un concept toxique dedans. Cette technique, elle est particulièrement intéressante parce que le modèle, il va comprendre à l'entraînement que the underscore, c'est pas intéressant pour catcher. Il n'y a pas de toxicité là-dedans puisqu'il est présent dans les deux datasets. Que 03, il n'est pas particulièrement intéressant de la même manière. Et que c'est vraiment Ninja qui n'est pas toxique et Hitler qui est toxique. Donc ça, c'est la technique. C'est plutôt bête, mais c'est ça qu'on a utilisé pour générer des millions de pseudos toxiques. Juste avec notre dictionnaire. Un autre challenge auquel on a fait face, c'est être robuste. Comme je disais, on a des centaines de milliers de pseudos à review par jour. Il faut que ce soit rapide. Le joueur, ah oui, j'ai pas expliqué, en gros, je suis un joueur, je veux créer mon compte chez Ubisoft, je veux créer mon pseudo. Mon IA, Detox, elle va être appelée à la création du compte. Il ne faut pas qu'elle mette 10 ans à répondre, il faut qu'elle soit live et il faut qu'elle réponde rapidement. Et bien sûr, il ne faut pas que mon modèle, que mon API, elle crache. Comment on a fait ça? Bon, c'est la petite slide, je pense que ça va être la slide la plus technique peut-être, simplement pour placer quelques termes pour les nerds parmi l'audience. Notre API, pour servir le modèle, elle a été écrite en Rust. Pourquoi? Parce qu'on a pu batcher les queries ensemble. En gros, s'assurer que la latence était réduite et avoir un grand throughput, c'est-à-dire pouvoir répondre à plein de requêtes en même temps. Et le Rust, bon, particularité du Rust, généralement quand ça compile, c'est que ça marche bien au runtime. Et donc ça nous fait une API robuste. Sur le hardware, bon, très classique, comme j'ai dit, c'était un modèle BERT qui tourne, donc petit modèle. Ça tourne sur des petits GPU de chez Nvidia par exemple, ça coûte pas cher. Et côté infrastructure, c'est du Kubernetes, donc on peut scaler horizontalement si on a envie de rajouter des GPU, s'il y a une charge qui augmente. Et Kubernetes permet de, si on release un nouveau modèle, ça marche. Et si jamais on s'aperçoit que ça ne marche pas, Kubernetes permet de rollback et de revenir sur l'ancien modèle très facilement. Bon, c'était la petite slide technique pour donner un peu de détails sur les techniques qu'on a prises. Un autre challenge maintenant, c'est OK, on a notre IA, on a notre API, donc on a entraîné notre modèle d'IA, on la sert sur une API. Maintenant, comment on l'intègre chez Ubisoft pour que ce soit utilisé dans les flows de modération? Alors, comme je disais, on intervient à la création des pseudos ou à la modification des pseudos. On a un service centralisé chez Ubisoft qui s'appelle le service modération, qui jusque-là faisait appel à un outil externe. Je vous l'ai mentionné, c'est un outil de regex qu'on payait pour modérer les pseudos. La première étape, c'est qu'on est venu se faire appeler en shadow de cet outil externe. C'est-à-dire pendant 1 an, on a testé, OK, l'outil, le Former Tool, là, il prenait des décisions sur ça c'est toxique, ça c'est pas toxique. Nous, on recevait tous les calls qu'il recevait et on était capable de comparer les deux outils en même temps. On était en shadow, personne n'écoutait nos décisions, mais nous, ça a permis de tester notre robustesse, notre latence et aussi de review face à face, lequel était le plus précis, lequel détectait le mieux la toxicité. OK, ça a duré 1 an. Puis on est passé en primary, c'est-à-dire qu'on a remplacé le Former Tool, c'est nous qui prenions les décisions, avec toujours une possibilité de fallback, c'est-à-dire si jamais notre API crash ou fait n'importe quoi et se met à tout catcher comme toxique ou rien catcher comme toxique, c'est un problème. On avait toujours le fallback de l'ancien outil externe si jamais il y avait besoin de revenir en arrière. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est en prod là-dessus, l'outil est assez mature, si bien qu'on va juste tout simplement arrêter de payer pour l'outil externe, il va être décommissionné très bientôt, parce que Detox n'a jamais craché et que les performances sont très bonnes. Donc ça, c'était sur l'aspect intégration. Ensuite, un autre sujet un peu
produit, on va dire, ouais, c'est un mix entre machine learning et produit, c'était qu'est-ce que je viens maximiser en termes de, ok, je veux une bonne détection, c'est-à-dire je veux catcher le plus de trucs toxiques possible, mais qui dit que je vais catcher le plus de trucs possible, dit que je vais faire aussi des erreurs, hein. Mon IA, elle n'est pas parfaite, et donc c'est tout un souci d'optimisation qui se matérialise selon deux métriques, le recall ou le rappel en français. Combien, parmi tous les pseudo-toxiques que j'essaye de catcher, combien est-ce que j'arrive à catcher? C'est une métrique qu'on va essayer de maximiser, bien sûr. Par contre, et je pourrais avoir un système qui catch tout comme toxique, j'aurais un recall de 100%, mais il catcherait tout comme toxique, c'est-à-dire qu'il ferait aussi plein d'erreurs. Donc j'ai une deuxième métrique qui vient m'éclairer, c'est le false positive rate, qui va compter le nombre de faux positifs. Donc parmi tous les pseudos non toxiques, les pseudos honnêtes, combien est-ce que je catch comme toxique? Et donc, bien sûr, je vais essayer de minimiser ce nombre d'erreurs. Et donc, c'est un peu une optimisation entre rappel et false positive rate. Et donc, la question qu'on se pose quand on déploie un outil comme Detox, il n'y a personne chez Ubisoft qui était capable de me dire « Ah, ça serait bien que tu aies un recall de 80% et un false positive rate de 1%, j'en sais rien. » Personne n'est assez expert dans ces données-là. Les gens, ils ne regardaient même pas trop ces métriques-là. Donc, c'était grande question, qu'est-ce qu'on fait pour choisir entre recall et false positive rate? La décision qu'on a prise il y a 2 ans quand on a lancé l'outil, c'était d'essayer de ne pas venir disrupter, entre guillemets. On a copié le même false positive rate que l'outil qu'ils utilisaient jusque-là. Comme ça, on s'est dit, il n'y aura pas de frustration d'utilisateurs, ils vont avoir le même nombre d'erreurs que l'outil qui était utilisé auparavant, mais avec un recall bien plus haut, on va catcher bien plus de choses toxiques que l'outil utilisé auparavant. Ce choix-là, et même récemment on le fait encore, après le launch on s'est rendu compte que ce qui comptait surtout, c'était de réduire le false positive rate, c'est-à-dire le nombre d'erreurs, parce que ça va frustrer les utilisateurs s'ils sont honnêtes, et on va leur dire qu'ils sont, et on va leur dire à tort qu'ils sont toxiques. En conclusion, sur qu'est-ce qu'on optimise, le choix était finalement pas vraiment business, mais plutôt en fonction des signaux des utilisateurs. C'est-à-dire, les utilisateurs ont râlé qu'on fasse des erreurs, ok, on baisse le false positive rate. Par contre, on va catcher moins de choses toxiques. Et donc, comment on est sûr de quand même améliorer notre recall tout en ayant un false positive rate bas, comment on va pouvoir catcher des trucs toxiques et se mettre à jour? C'est mon prochain point. Qui va être comment on s'évalue et comment on améliore notre accuracy. Et je vais parler de feedback loop. Donc en gros, ok, le service modération, bref, ça fait appel à Detox, ok. On a aussi des experts au customer support, donc le SAV d'Ubisoft en gros. On a un signal autre qui nous vient des joueurs qui s'appelle les reports. C'est-à-dire quand on joue à un jeu, je peux reporter un joueur, ah, il a un pseudo toxique, ok, bah j'ai un bouton « Reporter le joueur » et c'est un signal qui est très utile puisque moi, mon modèle, il n'utilise pas du tout ça, il va traiter que du texte. Donc on va dire que les reports, ça permet de rattraper les erreurs que, ok, mon modèle, il n'a pas vu telle insulte parce qu'il ne la connaît pas. Et ben, je vais me baser sur les reports des joueurs pour dire ok, ce pseudo, il a été reporté 100 fois, bah, peut-être qu'il faut s'y intéresser. Et donc on a un leaderboard de player report qui est revu par des experts de modération chez Ubisoft et ça nous permet de rattraper les trous dans la raquette de Detox, entre guillemets. Et donc, cette feedback loop, imaginons qu'il y a une insulte qu'on n'a pas vue, je ne sais pas, imaginons le salut romain de Elon Musk, imaginons que c'est un terme qu'on a envie de catcher maintenant dans les pseudos, et bah, ils vont se faire reporter, les experts vont le voir, ils nous font un feedback pour qu'on réentraîne Detox grâce à ce feedback. Donc c'est Suggestion for Improvement, on va améliorer notre modèle grâce à ce feedback. Et ça permet aussi d'évaluer notre modèle. On a besoin de labels humains. C'est les experts qui vont nous dire à quel point le modèle est, en fonction de leur retour, à quel point le modèle est bon ou pas bon. Et donc je vais reprendre ma petite UI qui était initialement une UI de debug pour nous, mais en fait on l'a rendue accessible partout chez Ubisoft pour que n'importe qui veut jouer avec l'outil, c'est facile de jouer avec l'outil. Je teste Roman Salute 2025, je vois que Detox, il ne le catche pas, il catche d'autres trucs. Alors, il catche comme non toxique, mais il ne connaît pas du tout cette insulte. Et donc, on a créé un tout petit bouton, Suggest New Route, et ça va directement alimenter mon dictionnaire. Et donc là, je suis un modérateur, je vais sur cet outil-là. Je dis Roman Salute, ah bah c'est un geste qui peut être vu comme fasciste. Je te le propose, Thibaut, pour ton dictionnaire. Et moi, j'ai accès à mon dictionnaire et je vais valider ou invalider sa suggestion.
Donc c'est comme ça qu'on a mis en place cette feedback loop pour améliorer l'accuracy du modèle s'il loupe des concepts toxiques. Ça, c'est tous les challenges que je viens de présenter, mais il nous en reste quelques-uns. Je vais relaisser la parole à Alex. Ça va être des challenges plutôt organisationnels. En gros, il reste des questions. Si mon API, elle crache, qui c'est qui va la réparer? Est-ce que c'est l'équipe de machine learning qui va être on call là-dessus? Autre chose, j'ai parlé de Roman Salut. Qui c'est qui décide si c'est toxique ou pas toxique, tel ou tel terme chez Ubisoft? Moi, en tant qu'expert machine learning, je ne vais pas pouvoir me dire expert. C'est difficile à dire, ok, ouais, on devrait catcher ça. Non, il faut des experts vraiment de crise et de modération chez Ubisoft. Et qui réentraînent le modèle fréquemment pour l'améliorer. Donc toutes ces questions organisationnelles vont être le sujet d'Alex. Merci. Donc effectivement, on a vu énormément de challenges techniques. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, au-delà de ces challenges techniques, on sait que la qualité de notre produit, l'impact qu'il va avoir, repose aussi sur la qualité des collaborations qui vont être mises en place. Évidemment, la recette, elle va être très dépendante du type de produit et de chacune des organisations. On va vous présenter ce qui a fonctionné pour nous, en parlant des différentes équipes, des différents rôles. Et j'insiste, je parle vraiment de rôle plutôt que de position en tant que telle, parce qu'on sait qu'en fonction des contraintes financières, il peut arriver qu'une même personne prenne plusieurs casquettes. Donc tout d'abord, quand on pense à un système de ML, la première équipe à laquelle on pense, c'est l'équipe data ou l'équipe IA, qui a pour objectif de construire et exposer un modèle IA. Maintenant, comment ce modèle va être exposé dans le produit final? C'est là qu'interviennent d'autres équipes, qui sont nos équipes utilisatrices. Dans notre cadre, là, ça va être les équipes du compte qui gèrent les usernames, mais aussi les équipes jeux, parce qu'on se sert de ce produit aussi pour aller catcher la toxicité, des noms de bateaux, des noms d'équipes, des noms de clans, de plein de choses différentes. Il y a souvent un gap entre le endpoint que nous on met à disposition et ce qui va être effectivement nécessaire pour pouvoir être embeddé dans nos jeux. Par exemple, comment on s'assure d'une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est généralement pas des capabilities qu'on a dans notre équipe IA. Par contre, on a des équipes tech. Alors, en l'occurrence, chez nous, c'est une équipe qui s'appelle Online Services, qui va être très bien équipée en DevOps, qui va avoir l'habitude de gérer des services online, des services entiers pour assurer ce genre de choses, et donc on va collaborer avec. Avec ces trois équipes-là, on est capable de construire un produit, de le développer, de le déployer. Mais comment l'opérer? Comment on s'assure, en cas de crise, en cas d'appel, qu'on a des personnes qui sont disponibles pour pouvoir aller ajouter le salut romain, pour pouvoir comprendre pourquoi tel utilisateur nous dit vous m'avez empêché d'avoir ce pseudonyme, mais ce n'est pas toxique. On a des équipes opérations qui vont pouvoir opérer notre modèle et puis aller faire des revues manuelles lorsque nécessaire. Et enfin, pour savoir, quand on va faire ce genre de choix, on va avoir des questions un petit peu difficiles. Est-ce que ce concept-là, on le considère comme étant toxique ou pas? Est-ce que ça nécessite un ban temporaire ou permanent? Et c'est là où on travaille avec des équipes qui vont définir les politiques de ce qui est toxique ou pas et décider des sanctions les plus appropriées. Si on essaye de zoomer un petit peu plus sur ces différentes équipes, sur les différents rôles et comment elles interagissent entre eux, l'objectif n'étant pas d'être exhaustif sur tous les rôles, je vous rassure, mais vraiment de se concentrer sur les aspects plus fonctionnels, les aspects plus produits. Ce qu'on a au niveau de l'équipe Data IA, c'est une équipe de dev avec des ML engineers, des data engineers, des software engineers qui vont créer cette API, l'exposer derrière un modèle, et un PM qui, lui, va se rapprocher des différentes équipes utilisatrices pour pouvoir comprendre quels sont leurs différents besoins, et à partir de là, en extraire des features qu'il va pouvoir soumettre à développer. Pour ce faire, il se repose sur les PM qui sont dans ces équipes utilisatrices. Alors le PM du compte dans notre cas et les safety directors des différents jeux qui vont pouvoir lui donner qu'est-ce qui est prioritaire ou pas, les choses à ajouter. Qui vont travailler avec leurs équipes de dev pour pouvoir l'implémenter dans le jeu et avec les équipes tech qui vont fournir des services standards pour pouvoir faciliter cette intégration via des SDK, via d'autres éléments. Ces équipes-là ont aussi des PM qui vont gérer les priorités des équipes, de ces équipes tech.
Ensuite, on a les équipes opérations qui sont finalement des utilisateurs, alors soit via le customer support, soit via les GameOps, qui sont d'une certaine manière aussi des utilisateurs de notre produit. Alors certes avec une surcouche en plus d'interprétabilité et qui vont interagir en fait avec l'ensemble de ces équipes pour aligner les attentes avec les équipes utilisatrices, réfléchir avec nous sur comment améliorer la performance en nous donnant du feedback et en nous faisant des retours. Et enfin, avec les équipes légales qui vont s'aligner avec les équipes utilisatrices sur les attentes et communiquer les choix qui ont été faits avec l'ensemble de ces équipes. Ça conclut un petit peu notre présentation aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est assez loin là du data scientist qui travaille sur son notebook avec pour objectif d'améliorer au maximum la performance de son modèle. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que la mise en place d'un système de machine learning repose sur une collaboration de plein d'équipes avec des rôles clés et des rôles très distincts entre eux. Et à partir de là, ce qui est important, c'est de s'assurer de penser dès le début à l'ensemble des challenges auxquels on va devoir faire face, soit les challenges techniques qui ont pu être exposés par Thibaut, soit sur les challenges plus organisationnels pour savoir comment assurer la pérennité du modèle et son efficacité opérationnelle. Est-ce que vous avez des questions ?